Ben, merci beaucoup, Kim, en espérant que tout le monde m'entend bien. Je vois qu'on n'est pas excessivement nombreux, mais c'est la qualité que je vois dans les intervenants. Alors, merci beaucoup d'être là. Et comme Kim vient de le dire, effectivement, on donne un coup un peu durant le mois de novembre qu'on s'est permis d'appeler, je sais que Kim m'a posé l'appeler comme ça, le mois de novembinaire. Trois webinaires dans le mois de novembre parce qu'on veut finir avec éclat le programme Vive l'activité physique. Alors, merci beaucoup d'être là. Effectivement, Il semblerait qu'on a un petit problème avec le microphone de Pierre. Pierre, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux réactiver ton microphone, s'il te plaît? et si j'avais pesé sur le piton pour faire marcher le microphone, ça aurait mieux marché. Désolé. Alors, comme je disais, bienvenue tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Kim, ça va? Oui, Pierre, je t'entends très bien. OK. D'accord. Je m'excuse à tout le monde pour le petit problème technique. Donc, comme je disais, on est en train de finir, on fait le mois de novembre ou le mois de novembre binaire avec trois webinaires pour terminer effectivement le programme Vive l'activité physique avec lequel on a quand même connu passablement de succès dans les 3 dernières années. Puis, ben, comme c'est dans le cadre du programme Vive l'activité physique qui fait la promotion, entre autres, de la littératie physique, ben, c'est sûr que le webinaire d'aujourd'hui s'appelle donc comment la littératie physique peut améliorer la qualité de vos interventions. Mais on se comprend que la littératie physique, c'est un concept qui est éminemment cohérent avec, je vous dirais, un nombre assez important de programmes, d'activités ou de projets qui sont menés actuellement. Je pense entre autres aux tous les travaux qui sont menés par le comité de développement moteur de la table de mouvement de vie physiquement actif. Quand je parle aux travaux de Québec en forme sur les saines habitudes de vie, quand je pense à beaucoup d'autres initiatives, l'impression que ça me donne, c'est qu'on pousse tous dans la même direction. Alors aujourd'hui, ce qu'on va dire de la littératie physique, en même temps, ça peut, je vous dirais que la façon, le package, la façon d'enrober la littératie physique peut effectivement améliorer une certaine qualité d'intervention. Ça a été dit tantôt, mon nom c'est Pierre Morin. Je suis effectivement directeur général du réseau Accès Participation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un peu responsable des opérations de participation. La Voie nationale d'activité physique au Canada, mais on est responsable des opérations de participation au Québec. Responsable aussi de faire la promotion de leur programme et plusieurs d'entre vous, vous me connaissez déjà à travers les programmes Participation Jeunesse, à travers justement le programme Vive l'activité physique, à travers d'autres initiatives. Mais on travaille aussi avec le sport, c'est pour la vie, effectivement, ce qui nous a amené à jouer le rôle un peu de promotion de la littératie physique au Québec dans les dernières années. Mais c'est pas juste à ce titre-là que je me présente à vous aujourd'hui. C'est aussi en tant qu'ancien directeur de loisirs, j'ai travaillé pratiquement 35 ans en loisirs municipal. J'ai été directeur de loisirs dans des grandes villes. J'ai été, pour pas la nommer, la ville de Montréal. Puis j'ai été aussi directeur de loisirs dans des petites villes, des plus petites villes, parce que je voulais bien comprendre la dynamique spécifique ou la dynamique spéciale qui préludait dans les plus petites villes. Puis je vous dirais que c'est plus à ce titre-là que je vous présente aujourd'hui, parce que moi, je pense que la littératie physique peut particulièrement être intéressante, puis les concepts associés, peut particulièrement être intéressant quand on l'intègre dans nos façons de faire, quand on agit en cohérence avec les principes de la littératie physique. Donc, c'est plus dans ce contexte-là que je veux vous présenter aujourd'hui. Mais en même temps, je voudrais juste un petit préavis. C'est avec beaucoup d'humilité que je me permets de le faire. Je le répète, je l'ai déjà dit, je ne suis ni kinésiologue, ni éducateur physique. Alors, c'est vraiment le point de vue de quelqu'un qui travaille en loisir. Ça, pour être un écrologue, j'ai pas de trouble, c'est ça que je fais dans la vie. Mais je suis pas un kinésiologue ni un éducateur physique, ce qui fait que il y a peut-être des concepts que je vais vous amener aujourd'hui, puis que certains d'entre vous qui sont des spécialistes, allez dire, ben, ça, on connaissait ça déjà. Ouais, mais c'est parce que moi, je ne le connaissais pas. Ou je ne suis pas certain que la majorité de la population est familier, puis que surtout, comment on peut intégrer ça pour faire en sorte d'améliorer nos activités. Puis je vous dirais aussi que j'ajoute une autre couche à l'expertise que j'ai, c'est que je suis aussi un papa et un grand-papa. Et un grand-papa très actif avec ses tout-petits. Puis je vous avoue que certaines des découvertes ou certains des éléments que je vous amène me touchent beaucoup
personnellement. Alors, c'est avec ce respect-là, cette humilité-là que j'en viens, mais en même temps, avec ce qu'on pourrait appeler, pas un certain vécu, mais un vécu certain. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on vient de se faire nos petites présentations. On va se parler, puis là, je vais être obligé de le faire un peu quand même, de ramener un petit peu le contexte de la littératie physique. Même si ça fait 3 ans qu'on parle de littératie physique, qu'on donne des formations, puis qu'on fait des webinaires, peut-être que la majorité d'entre vous est déjà familier, mais quand même, je vais me permettre de faire un petit retour rapide pour au moins pouvoir nous permettre de nous appuyer plus tard quand on va parler de comment est-ce que la littératie physique et où les concepts associés peuvent effectivement avoir un impact dans nos façons de faire, dans nos programmations, particulièrement au plan du loisir municipal. Je vais me permettre aussi de parler de motivation parce que c'est un élément qui n'a pas beaucoup été développé dans nos webinaires des 3 dernières années. Et on s'est permis, justement, grâce aux travaux qu'on a fait au comité de développement moteur, d'aborder ce sujet-là en se disant, puis en s'apercevant finalement que combien c'est intéressant, puis combien c'est important qu'on le fasse, puis peut-être que pas tout le monde comprend bien ce que c'est que la motivation, puis comment on peut générer, développer, instiller de la, je n'ai pas le goût de dire la bonne motivation, mais des formes de motivation qui vont avoir l'objectif qu'on vise. Autrement dit, que les gens demeurent actifs plus longtemps. Puis, ben, finalement, peut-être le bout qui va vous intéresser plus, le bout d'opérationnalisation du concept. Autrement dit, OK, si je suis responsable d'un centre de loisirs, d'une ville, d'un organisme, je suis même instructeur, comment je fais, moi, pour intégrer ces concepts-là de la littératie physique ou des autres concepts ou des autres initiatives dans mon travail. Alors, c'est là-dessus qu'on s'en va. Kim le disait tantôt, ça va être une présentation d'environ, je dirais, 30-35 minutes, si je ne m'épivarde pas trop. Puis, ben, écoutez, si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez y aller. On pourra les répondre si c'est je ne dirais pas si la question est pertinente, mais si ça va dans le propos, on pourrait répondre tout de suite. Sinon, on va aller à la fin. Puis peut-être qu'à la fin, ben, ceux et celles qui auront le goût d'intervenir, par voie écrite, on pourra récupérer vos commentaires pour les présenter à tout le monde. Question de contexte, donc. Vous nous connaissez chez Participation. On fait déjà depuis une quinzaine d'années un bulletin d'activité physique. Et on pose à chaque année des questions très claires, comme par exemple en 2012, on parlait est-ce que le jeu actif est en voie d'extinction? Autrement dit, est-ce que le fait de laisser les enfants libres un peu du jeu non structuré qui se passe en plein air, sans nécessairement que ce soit une activité structurée, encadrée à l'école, au CPE ou ailleurs, est-ce que ça existe encore? En 2013, on s'est préoccupé sur le fait que nos enfants ne marchent plus, puis qu'on finalement, on reconduisait nos enfants à l'école, on reconduisait nos enfants au gymnase, puis on reconduisait quasiment nos enfants au parc, puis on reconduit nos enfants chez leurs amis, tellement des problèmes de sécurité ou la perception des problèmes de sécurité nous semble importante, parce que c'est plus pratique comme ça, puis parce que en tant que parent, ben on trouve ça pratique de le faire, puis on se sent plus en sécurité, comme je viens de dire. On a parlé beaucoup du jeu à risque en 2015, et c'est là qu'on avait fait notre position sur le jeu actif à risque. Autrement dit, que peut-être que le plus grand risque qu'on a avec les enfants, c'est pas tellement de laisser prendre des chances sur des glissades ou de jouer comme on voit les enfants ici dans des arbres ou dans la nature, c'est de les garder à l'intérieur. Ça, c'est garanti que les enfants vont vivre des problèmes de santé si on les garde en dedans. Et on a, en 2015, abordé cette situation-là. Puis en 2016, ben là, on a introduit le concept des directives canadiennes sur 24 heures en posant la question, est-ce que les enfants canadiens sont trop fatigués pour bouger? Autrement dit, le cycle qui fait qu'on ne bouge pas assez, donc on ne dort pas bien. Si on ne dort pas bien, le lendemain, on est fatigué. Si on est fatigué, on n'a pas le goût de bouger. Si on n'a pas le goût de bouger, on ne bouge pas. Si on ne bouge pas, on est trop fatigué. On ne dort pas bien. On n'est pas assez épuisé, donc le cycle que ça amène, puis ça nous a permis de présenter effectivement des directives canadiennes de 24 heures. Et je pense qu'avec un concept avec lequel la majorité des gens sont déjà au courant. En passant, on va sortir à la fin du mois de novembre les directives canadiennes sur 24 heures pour les enfants de 2 à 6 ans. Ça risque d'être intéressant aussi. Tout ça pour dire que malgré tous les beaux efforts qu'on a fait, effectivement, malgré tout ce qu'on a pu toucher, même si on a alerté beaucoup la population à l'égard de ces problématiques-là, nos notes n'ont pas bougé. Le bulletin dit, encore aujourd'hui, la note de l'activité physique, c'est D-.
Puis vous voyez la note ici, c'est seulement 9% des enfants canadiens qui font les 60 minutes d'activité physique aérobie dont ils ont besoin chaque jour. En fait, on le sait, les nouvelles statistiques de StatCan qui sont sorties il y a 2 semaines nous disent que ce chiffre-là est maintenant baissé à 8%. Et si la note est à D-, il faut se comprendre que c'est récent que la note soit aussi basse, à D, parce qu'avant c'était F, comme dans faillite. Parce que au niveau des ados, au niveau des enfants de 6 à 12 ans, on n'atteint pas la norme. Ce qui nous aide, c'est le fait que les enfants de 3 à 4 ans, de façon générale, on le voit ici, 70% des enfants satisfont aux recommandations de 180 minutes d'activité physique quotidienne. Bien là, déjà, mais ce qu'on voit, c'est que dans les anciennes données qu'on avait, c'est 14% des jeunes de 5 à 11 ans, puis 5% des jeunes de 12 à 17 qui satisfont aux directives. Maintenant, on le sait, ça a baissé d'un cran. Alors, on n'a pas donc de félicitations à se faire. Je vous dirais, malgré il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on est capable d'essayer de contrer ça? Parce que naturellement, des gens, au pire, pas au pire, mais de plus, c'est que les jeunes qui ne font pas d'activité physique, ce ne sont pas des adultes qui vont faire d'activité physique, on se comprend bien. On regarde, 14% des jeunes âgés de 5 à 11 ans, 5% des jeunes âgés de 12 à 17 ans. On a quasiment le goût de se dire, est-ce qu'à l'âge adulte, cette tendance-là, donc de l'abandon de l'activité physique, se confirme? Puis, ben, effectivement, on est peut-être dans ces eaux-là. Je vous le disais tantôt, donc, c'est 9% des jeunes de 12 à 17 ans qui font les 60 minutes d'activité physique dont ils ont besoin. C'est rendu à 8. 12 000 pas par chaque jour de la semaine, 8%. Puis, on dit 24% des jeunes qui passent 2 heures et moins. Bien, ça veut dire qu'il y en a 116% qui passent 2 heures et plus devant un écran. Puis, si c'était juste 2 heures, on se dirait, c'est pas trop grave, mais ça dépasse largement le 2 heures en question. On se comprend, des jeunes de 5 à 17 ans qui passent 2 heures et moins, c'est des jeunes qui sont très surveillés par leurs parents. Sinon, on voit des scores chez les jeunes, entre autres les jeunes adolescents, qui dépassent là, les 8, 10, 12, 14 heures les fins de semaine de temps d'écran. Donc, des scores qui sont tout à fait effarants. Donc, tout ça, ce constat-là, on le fait tout le temps, puis on se dit comment on est capable de contrer ça. Est-ce qu'on est capable est-ce qu'on peut mettre en place des plans d'action pour aller plus loin? Puis ça me ramène, en tant que directeur de loisirs, sur la notion des bienfaits du loisir et des parcs. Bon, je trouve important d'en parler ici parce que c'est souvent facile quand tu es un directeur de loisirs ou quand tu es un responsable de centre communautaire de t'intéresser d'abord ce qu'on pourrait appeler aux interventions directes. Est-ce que je fais assez de sous? Est-ce que mon programme est beau? Est-ce que j'ai un programme diversifié? Est-ce que mes activités rejoignent l'ensemble de la population? Mais au-delà de ces préoccupations-là de base, qu'est-ce que mes programmes ont comme impact dans la communauté? Ce qui m'a toujours intéressé, puis ce pourquoi j'ai décidé de faire ma vie en loisir, puis je me permets de parler aux gens, c'est parce que je me disais que le loisir est, bon, en égrandissant le concept un peu l'activité physique, que le loisir, les parcs étaient probablement l'outil qui correspondait le mieux à mes talents pour avoir un impact dans la communauté. Mais cet impact dans la communauté qu'on cherche, c'est un impact à long terme. Si notre objectif en tant que directeur de loisirs ou intervenant dans un centre communautaire, c'est que tout le monde sorte vivant de leurs activités ou qu'on ait un beau programme, ben c'est limite un peu. C'est intéressant, puis les villes investissent dans ces programmes-là avec la perspective qu'il va avoir que ça va améliorer la communauté, que ça va avoir un impact sur la communauté. Et on avait essayé dans les années fin 80, début 90, au siècle dernier, je le sais, on était on a fait une grosse campagne autour des bienfaits du loisir et des parcs pour bien manifester un peu, c'était un peu la profession qui disait, hey, on veut dire à quel point c'est important, mais en même temps, ça permettait de remettre en place de remettre à l'esprit de chacun des intervenants en loisirs, hey, qu'est-ce qui est vraiment important? Parce qu'effectivement, puis tout ce que je vous dis là, les 8 messages qui sont là, ont été démontrés par, puis vous les connaissez, ces documents-là, l'Association canadienne des parcs et loisirs avait publié ce qu'on appelle justement un catalogue des bienfaits du loisir.
Ce catalogue-là, ainsi que les messages, c'est des documents qui existent encore, qui sont toujours disponibles auprès de l'Association canadienne des parcs et loisirs. Puis à l'époque, c'était l'ancienne Association québécoise des directeurs de loisirs municipaux qui en avait fait la traduction. Pour vous résumer ce que ça disait, puis chacun de ces messages-là, des 8 messages, sont soutenus par au moins de 50 à 100 études universitaires de l'époque. Je vous dirais que si on faisait l'exercice aujourd'hui, je pense qu'on disposerait de beaucoup plus encore de preuves, d'éléments tangibles, de preuves concrètes de ces messages-là. Mais ce qu'on disait à l'époque, c'est que ça valait la peine de faire du loisir, de se préoccuper de loisirs et parcs parce que c'était essentiel à la santé personnelle. Puis ça, je pense que je n'ai pas besoin de vendre ici à qui que ce soit, tu sais, sur le fait que les gens vivent plus longtemps, sur le fait que c'est l'indépendance des personnes âgées sur lesquelles ça peut avoir un impact, ça réduit de façon importante les risques de maladie, ça aide à combattre l'ostéosporose, le diabète, etc. On sait ça. Ça participe étroitement au développement équilibré de la personne. Autrement dit, de découvrir son talent, de découvrir ses capacités, ça participe au plein potentiel des individus. C'est sûr que ça participe à la qualité de vie des individus, des personnes dans un milieu, puis je vous dirais, ça va avoir donc un impact sur la qualité de vie des communautés. C'est clair, puis c'était le premier, puis c'est la raison pour laquelle tout le monde investissait en parc et loisirs avant, c'était pour la réduction des comportements antisociaux et autodestructeurs. On se rappelle, l'idée même de loisirs, il y a 150 ans, puis j'en parle pas longtemps, c'était l'idée d'occuper les jeunes hommes qui faisaient du trouble. C'est clair que le loisir a joué d'autres rôles depuis, mais ça a toujours été une des préoccupations. Moi, pour avoir travaillé dans des milieux assez défavorisés à Montréal, je peux vous dire qu'effectivement, au début de ma carrière, c'était ça qu'on me demandait. On parle ici des bienfaits du loisir à l'égard de construire des familles fortes, des communautés en santé, clairement. Donc, ce que ça fait sur les relations familiales, ce que ça fait sur le développement communautaire d'un milieu, je pense que c'est facile à voir comment les gens s'impliquent dans un milieu pour organiser des loisirs, mais en même temps, en participant à des loisirs, il y a la différence que ça fait. Je vous le disais tantôt, c'est certainement aussi, ça a un impact économique très important sur la réduction des coûts de services de santé, des services sociaux de police de justice. C'est clair, c'est une source d'activité économique pour les collectivités. Puis c'est essentiel à la survie écologique, particulièrement quand on se préoccupe de parcs. Puis si c'était pas de la question des parcs dont normalement les gens de loisirs sont responsables, ben c'est clair il y aurait beaucoup moins de parcs. Puis la sensibilité à cet égard-là serait moins présente. Donc, il faut se rappeler de ça. C'est un peu la base de notre intervention quand on parle de gens de loisirs. Puis si on se dit, OK, mais si je veux ça, si je veux que ça arrive, est-ce que j'ai des outils, moi? Est-ce qu'il y a des choses qui vont m'aider encore plus à le faire? Puis si on s'appuie bien sur ces valeurs-là, si on s'appuie bien sur cette vision-là, ben là, c'est là qu'on commence à se dire que des programmes ou des visions comme celle que la littératie physique porte commencent à prendre du sens. Je vous le disais tantôt, probablement plusieurs parmi vous qui connaissent déjà la littératie physique, mais je vais me permettre de prendre juste 3 minutes ou 5 minutes maximum pour vous présenter. La littératie physique, c'est un concept qui a été inventé par Margaret Whitehead, une dame du Royaume-Uni. Vous voyez la photo ici à droite, après 20 ans de recherche. Au Canada, c'est le mouvement au Canada, le sport c'est pour la vie, puis plusieurs autres consultants qui ont trouvé l'idée intéressante. La littératie physique, ça a porté plusieurs noms au fil du temps dans les dernières années. Entre autres, on a beaucoup fait référence au début du projet Vivre l'activité au concept de savoir-faire physique, en se disant que ça y ressemblait beaucoup, parce que le concept de littératie physique ne pouvait pas se traduire en français, et je vais le montrer. Il y en a plusieurs qui confondaient ça avec de la culture physique, de la psychomotricité, du développement moteur. Bref, on a essayé d'évoquer la littératie physique sur différents concepts. Voilà 3 ans, dans le cadre du projet RBC, Vive l'activité physique, en passant, il y a eu 90 projets au Québec, on a commencé à s'intéresser beaucoup plus à la littératie physique en français. Puis, ben justement, en janvier 2016, dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue au Sommet de Gatineau en janvier, on a fait un consensus sur la définition et sur le terme littératie physique.
et je me permets de mettre littératie physique entre guillemets ici. Ça avait l'objet de nombreux débats. Il y a des personnes ici du gouvernement qui vont se rappeler qu'on ne pouvait même pas parler de littératie physique parce que normalement, le concept de littératie physique en langue française ne peut s'appliquer qu'au domaine des lettres et de l'apprentissage des lettres. Par exemple, au même titre que littératie physique ne peut pas plus se dire que littératie financière, par exemple, ou littératie en santé, alors qu'en anglais, financial literacy, health literacy sont des termes qui peuvent être utilisés, alors qu'en français, normalement, on ne peut pas. Le choix qu'on a fait, ça a été d'appeler ça littératie physique pour un peu calquer l'anglais, mais en même temps parce qu'on voulait montrer la nouveauté du concept, malgré le fait, encore une fois, que ça s'apparente. La Déclaration canadienne, je vous en parlais tantôt, on s'est donné une définition de la littératie physique comme telle, en se disant, ben, il faut au moins savoir de quoi on parle. Alors, donc, la littératie physique, ça se définit par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir, la compréhension qu'une personne possède, puis qui lui permettent de valoriser puis de prendre en charge son engagement envers l'activité physique. Donc, il y a une notion ici de long terme. Encore une fois, c'est pas juste une question de faire des activités à court terme puis de les offrir dans un contexte de qualité. On fait ça parce que ça peut avoir comme impact le fait que plus d'adultes ou que plus d'enfants qui vont devenir adultes vont demeurer actifs. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui est souhaitable. C'est exactement, par exemple, ce qui est la même chose qui est souhaitée dans le cadre des travaux du comité de développement moteur, quand on dit permettre aux enfants et ultimement à la population d'être régulièrement actifs physiquement. Donc, on est dans les mêmes eaux, dans la même compréhension. Alors, encore une fois, on parle de littératie physique aujourd'hui, mais comprenez bien que tout ce dont on parle, c'est je ne dis pas que c'est pareil, c'est pas ce que j'ai dit, je dis juste que ça s'apparente à la même vision. Donc, on vient de dire c'est quoi cette définition-là, et je reviens sur les concepts principaux, motivation, confiance, compétence physique, le savoir et la compréhension qui vont lui permettre d'aller plus loin. On pourrait faire des parallèles, par exemple, avec les 3 compétences qui sont évoquées au ministère de l'Éducation du gouvernement du Québec quand on parle d'agir dans certains contextes d'activité physique, d'interagir dans différents contextes, puis adopter un mode de vie sain et actif. Ben, c'est un peu les mêmes objectifs qui sont visés à travers la littératie qu'à travers les compétences du gouvernement. Mais encore une fois, je me permets de dire qu'ici, on va parler d'abord de littératie physique. On parle donc de motivation et confiance, qui réfère à l'enthousiasme positif, la confiance en soi suscitée à l'idée de faire l'activité physique. Puis je vais revenir tout à l'heure de façon très spécifique sur la motivation. La compétence physique, qui réfère à la capacité d'une personne au niveau des habiletés motrices, mais surtout aussi, je vous dirais, à la perception que cette personne-là peut avoir de sa propre compétence physique. Et là, je vais très rapidement, encore une fois, je vous le dis, je suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de littératie physique de cette nature-là, mais encore une fois, on a eu, dans les 3 dernières années, beaucoup d'occasions d'en discuter et on pourra revenir là-dessus à un moment donné si vous le souhaitez. D'ailleurs, juste pour vous le dire, il y a encore, nos programmes de formation sont toujours disponibles et il y a même de la formation en ligne que Pierre Guénard, qui est en ligne actuellement, va pouvoir vous parler tantôt. Puis on parlait du savoir et de la compréhension, puis surtout de l'engagement dans l'activité pour la physique, pour la vie. C'est ça qu'on veut. Ce qu'on souhaite, c'est que on ne décourage pas les enfants, ou plutôt qu'on encourage les enfants à faire de l'activité physique toute leur vie. En fait, on veut que ça ne devienne pas, on veut pas que ça les encourage tellement que ça devienne pour eux autres un geste inné et naturel. C'est ça qui est souhaitable dans tout ce qu'on vise au niveau de la littératie physique. Puis je vous dirais, pourquoi est-ce que la littératie physique m'intéresse tant? Parce que bon, ça fait déjà quand même un certain temps que je ne travaille pas en loisir dans des municipalités, mais ma grande frustration, c'est de ne pas avoir été mis au courant ou de ne pas avoir été mis au fait de ce que la littératie physique, puis de l'ensemble des composantes de la littératie physique et ou des autres programmes, là, je vais arrêter de le dire, aurait pu faire comme différence dans la prestation, dans l'offre de services que je faisais dans ma municipalité ou dans mon milieu, ou dans les différents milieux où j'ai travaillé. La compréhension de chacun de ces concepts-là aurait pu faire une différence très importante.
Je dis pas que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait, je dis juste que ça aurait pris une dimension différente et que surtout, ça m'aurait donné une vision cohérente du type d'intervention que j'aurais pu mettre en place. Ça m'aurait donné la possibilité de montrer, de partager avec mes collègues, plutôt que d'avoir un concept qui serait venu de la direction, un concept général sur lequel on aurait pu travailler ensemble, sur lequel des experts auraient pu nous aider. C'est ça aussi qui est intéressant à la littératie physique. Encore une fois, le plus important pour moi, c'est dans l'engagement dans l'activité physique pour la vie. C'est ça que j'aurais souhaité avoir comme objectif clair à ce moment-là. Je répète, je finis sur la littératie physique. Donc, quand on parle d'habileté motrice, on parle d'habileté de maîtrise du corps, d'habileté locomotrice, d'habileté de manipulation. Autrement dit, les habiletés motrices de base. Plutôt que de prioriser chez les enfants certaines habiletés qui vont être très spécifiques à la pratique de certains sports, c'est de s'assurer, je m'excuse ici, qu'avant l'âge de 12 ans, tous les enfants puissent développer l'ensemble des habiletés motrices de base. Que, par exemple, on ne mette pas l'emphase sur certaines qui vont aider à pratiquer certains sports. Je reviens toujours à l'exemple d'une de mes collègues qui a fait beaucoup de patinage artistique, qui aujourd'hui se retrouve comme maman entre autres de garçons, puis qui est incapable ou qui est pas en mesure, aussi facilement qu'elle le souhaiterait, de jouer au baseball avec ses garçons. Donc, qui n'est pas capable de les soutenir là-dedans comme tel, donc tu es obligé de passer par le papa, ce qui n'est pas un mal en soi, mais elle le souhaiterait pouvoir partager ces moments-là, juste parce qu'elle n'a pas développé déjà au plus jeune âge la capacité d'attraper ou de lancer une balle. Si on ne le fait pas avec une intention d'effectivement développer l'ensemble de ces habiletés-là, on le sait, ça ne se fera pas. Puis si on met l'emphase sur certaines, ça peut causer d'autres types de problèmes. Alors, c'est là qu'on en est. Donc, habileté de maîtrise du corps, habileté locomotrice, habileté de manipulation. Je m'excuse pour le bruit, ça va finir. Puis, tout ça, ça se passe dans plusieurs environnements. Donc, comme on le disait tantôt, maîtrise du corps, habileté locomotrice, manipulation, autant sur le sol, dans l'eau, sur la glace, que dans les airs. Puis, quand je regarde ce tableau-là, je pense toujours à un des meilleurs exemples que je peux citer de littératie physique, qui est celui de l'équipe de rugby féminin qui a gagné la médaille de bronze aux Jeux en 2016 à Rio. Je suis certain, moi, que cette équipe-là est composée de jeunes femmes qui ont d'abord développé leurs habiletés motrices, puis qui ont pu découvrir ainsi le rugby plus tard, mais qui étaient en mesure, parce que effectivement, pouvaient courir, pouvaient attraper, lancer un ballon, pouvaient réfléchir, puis l'a fait dans différents environnements, mais le rugby pouvait faire la job. C'était un sport complet qui requérait, puis même frapper quelqu'un, c'est quand même pas rien le rugby, plaquer quelqu'un, attraper, lancer. Donc, c'est un sport qui est vraiment complet. Mais ça prenait des athlètes qui avaient, ou des enfants qui avaient définitivement développé l'ensemble de leurs habiletés à cet effet. C'est un bon exemple, mais puis effectivement, pour les jeunes femmes, étaient assez exceptionnelles, mais c'est en même temps, ça dit juste, quand on a développé ce potentiel-là chez soi, ça fait en sorte qu'à tous les âges, on peut découvrir des nouveaux sports. Je ne dis pas que je suis un exemple de littératie physique, mais j'ai commencé à faire du surf l'an passé. Ouais, c'est comme j'allais dire, c'est pas évident en haut de 60 ans, là, mais au moins, en ayant développé ces habiletés-là tout jeune, ça me permet de dire, écoute, je suis capable. Puis effectivement, d'y aller, puis de découvrir un nouveau sport encore. Encore une fois, si on n'a pas développé l'ensemble de ces habiletés-là plus jeunes, ça peut représenter un problème. Donc, la littératie physique, c'est ça le concept. C'est les habiletés, la confiance, la volonté, en visant absolument d'être actif pour la vie. Donc, je répète pour les petits copies, là, je me permets de faire une annonce de baseball. C'était la Série mondiale. Alors, tant qu'à montrer ce que c'était les compétences physiques, la confiance, la motivation, on se donne des exemples de baseball. Puis ça me permet d'arriver à la motivation, puis là, je vais faire un détour sur la motivation. Puis parce que je trouve ça cohérent avec ce qu'on vient de dire, dans l'esprit de, OK, une fois qu'on a passé, qu'on comprend c'est quoi la littératie physique, parfait, comment on fait pour développer chez les gens
la volonté de le faire. Comment on fait pour éviter peut-être qu'il y ait du décrochage qui se passe sur ou le développement sportif ou l'activité physique à l'adolescence et à l'âge adulte. Comment on fait pour développer ce goût-là, cette motivation-là? Et c'est là que je me permets de partager un travail que j'ai réalisé avec Anne-Marie Loisel au comité de développement moteur de la table de mode de vie physiquement actif. Pourquoi est-ce que la motivation, ça nous intéresse? Bien, parce que la motivation, c'est un prédicteur significatif de la pratique de l'activité physique dans des contextes d'éducation et loisirs. Puis qu'il y a plusieurs recherches chez les jeunes, les adolescents et les adultes qui révèlent qu'il y a une relation positive entre la motivation autonome, je vais revenir tantôt sur la définition de motivation autonome, puis l'adoption puis le maintien de la pratique de l'activité physique. Autrement dit que quand on a mis en place ou quand on a développé les bonnes façons de motiver, bien, peut-être que c'est encore là. Peut-être qu'on va les conserver. Il y a un lien entre la motivation puis la bonne motivation, on va y revenir, on parle de motivation autonome, puis l'adoption puis le maintien de la pratique d'activité physique. Mais pourquoi encore plus la motivation? Parce qu'il y a une relation, comme on le disait, entre certaines formes de motivation puis la pratique de l'activité physique, comme par exemple, puis je vais vous le présenter tantôt, la régulation identifiée, qui prédit la pratique de l'activité physique à court terme, puis la régulation intrinsèque, motivation intrinsèque, qui prédit la pratique de l'activité physique à long terme. Puis, ben, je vous rappelle que la motivation, c'est une des bases, c'est une des composantes fondamentales de l'activité physique. Puis vous m'entendez trôner des papiers? C'est parce que je cherche mes notes. Alors, donc, puis, ben, dans le cadre du document Susciter la passion, justement produit par la table d'un mode de vie physiquement actif, il y a dans un des objectifs où est-ce qu'on parle de pratiquer une activité physique pour le plaisir et la satisfaction, on parle vraiment d'aider les participants à progresser d'une motivation extrinsèque vers une motivation intrinsèque, signifiant ainsi que, effectivement, que c'est préférable d'avoir, tant qu'à avoir de la motivation, d'avoir une motivation intrinsèque plutôt qu'extrinsèque. Autrement dit, plutôt que de vouloir plaire ou de faire une activité par obligation, passer soi-même à l'action pour le plaisir de la connaissance, pour maîtriser les habiletés ou vivre le flow. Vous avez entendu parler, plusieurs d'entre vous, de la notion de flow. C'est simplement l'idée qu'on est quasiment, on vit une expérience de contrôle total dans une activité qu'on fait. Puis, ben ça, naturellement, c'est, je vous dirais, un moteur très puissant. Tout le monde en a vécu ces moments-là, à l'école, dans une situation de loisir, une situation en descendant de bande de ski, en nageant, où on se sent tellement bien, on se sent en parfait contrôle. C'est ça l'expérience du flow. Donc, et où on dit que c'est plus facile de le faire et que ça peut amener, plutôt que de vouloir faire une activité pour en savoir une récompense, de faire une activité pour le plaisir qui est suscité chez soi. Ça vaut la peine de faire un petit peu, d'expliquer un peu c'est quoi le continuum de la motivation à ce point-là. Parce que le continuum de la motivation que je vous présente, c'est basé sur la théorie de l'autodétermination, justement de D.C. et Ryan, qui sont des chercheurs américains. Puis, encore une fois, probablement que beaucoup d'entre vous connaissez déjà cette théorie-là. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne soit pas plus connue. Ce qui m'étonne, c'est que, particulièrement chez les gens de loisirs, qu'on la connaisse pas autant que ça, qu'on sache pas qu'on peut l'appliquer dans nos milieux, puis que ça peut avoir des incidences très importantes sur la façon qu'on va avoir de faire des activités. Alors, juste rapidement, c'est clair que dans ce continuum-là, puis il y a un chercheur québécois, Yves Pelletier, qui en a fait un tableau en 5 étapes, comme je vous le présente, qui nous permet de mieux comprendre un peu. Donc, naturellement, le premier niveau de motivation, c'est quand il n'y a pas de motivation, qui se fait par quelqu'un qui est résigné, ou est-ce que c'est l'activité qui est réalisée, puis vous pouvez penser à moi, par exemple, dans des cours d'activité, dans les cours d'éducation physique en 8e année, où il y a une absence de tout type de motivation, c'est non intentionnel, c'est non valorisé, je me sens incompétent, puis il y a une absence de contrôle. Il n'y a pas de motivation, mais je vais en faire pareil, parce qu'on n'a pas le choix. On comprend bien qu'on est complètement ailleurs par rapport à ça. C'est vraiment de la motivation. On parle de motivation extrinsèque, donc c'est quelqu'un qui est motivé par des sources de contrôle externes.
c'est quelqu'un qui va être motivé par l'imitation qu'il veut faire des autres, ou c'est quelqu'un qui est motivé par le fait d'avoir des récompenses ou qui va agir sous la menace. Tu as intérêt à le faire, sinon tu vas en manger une. Whatever. Mais on comprend que effectivement, sur le plan de la motivation extrinsèque, on se dit OK, donc c'est au moins une forme de motivation, ça fait en sorte que les gens font de l'activité physique, mais on se dit bien, on ne le fait pas peut-être pour les bonnes raisons. Puis là, je me permets un commentaire personnel. Je vous parlais tantôt de régulation, puis là, ça peut être une année, la régulation introjectée. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est anxieux, autrement dit, c'est quelqu'un qui intériorise ce qui influence ses comportements et actions. Donc, c'est des récompenses, des punitions, encore une fois, mais qui se donne lui-même. Bon, puis naturellement, j'ai généré un peu aussi par les pressions externes, puis ça demeure de l'ordre de la motivation contrôlée. Tantôt, je vous ai parlé de régulation identifiée, mais c'est parce que cette personne-là commence à prendre conscience de l'intérêt qu'il porte à une activité, puis à l'importance qu'elle a. Donc, il y a une importance sur un plan personnel, conscience de ce que c'est, puis valorise. Et déjà, c'est une motivation qui devient autonome. Donc, c'est pas la forme de motivation la meilleure, mais au moins on vient de passer sur un plan autonome. On a la motivation qui est intrinsèque, autrement dit, on fait la pratique pour le plaisir et la satisfaction. C'est vraiment par intérêt, par plaisir, par satisfaction inhérente. Mais il y a encore une forme de, c'est pratiquement par hédonisme qu'on le fait. Donc, c'est vraiment, on le fait pour le plaisir qu'on le fait. Puis là, c'est vraiment, comme on disait tantôt, la forme qui est recherchée de motivation. Chez DC Ryan, on avait un autre élément, puis c'est celui qui est en 5e, donc entre la motivation, entre la régulation identifiée et la régulation intrinsèque ou la motivation intrinsèque, c'est ce qu'on appelle la régulation intégrée, qui fait que c'est même en phase avec ses propres valeurs, c'est tout à fait cohérent, on est capable d'identifier le fait que ça, c'est cohérent avec nos valeurs, on en est conscient. Puis, je répète, donc, ces 4 éléments-là, la régulation externe, introjectée, identifiée, intégrée, selon DC Ryan, c'est de la motivation qui est extrinsèque. On comprend qu'il y a des valeurs différentes à chacune et que ça devient de la motivation autonome à partir du moment où c'est identifié, intégré pour finalement atteindre ce qu'on pourrait appeler le summum de la motivation, celle qu'on veut vraiment développer chez nos enfants, chez nos petits-enfants, chez nos participants, la motivation intrinsèque, celle où tu n'as pas besoin d'intervenir parce que les gens ont compris l'importance, ils font par intérêt, ils font par plaisir, puis ils vont probablement rencontrer la notion de flow à ce moment-là. C'est là que ça devient intéressant. Fait que, comment est-ce que, lorsqu'on regarde l'ensemble de ça, on se dit juste, OK, on voit donc que les différents types de motivation peuvent cohabiter. Puis même, on dit que, ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut vivre le sentiment de la motivation intrinsèque. Donc, il est souhaitable qu'on puisse disposer de différentes sources de motivation qui vont pouvoir, en quelque sorte, se relayer pour soutenir l'intensité. Et ça, je l'ai tiré, nous l'avons tiré de natationpourtous.com. C'est peut-être un site que vous pourriez aller voir. Un, pour les entraîneurs de la natation, c'est éminemment intéressant, je vous dirais. 2, c'est surtout pour, je vous dirais, découvrir, pour tout ce qui touche à la natation, c'est vraiment un site absolument formidable. Mais c'est clair, la motivation intrinsèque est plus stable et plus durable. Autrement dit, en tant qu'organisateur de loisirs, directeur de loisirs, intervenant de loisirs, ce qu'on cherche à développer chez nos participants, c'est la motivation intrinsèque. Donc, la motivation qui va faire en sorte que le plaisir va être développé à partir, le goût va être développé à partir de leur propre motivation, et non pas à cause de pression externe. Fait que comment est-ce que, puis là c'est un premier exemple de comment est-ce qu'on est en mesure d'améliorer nos activités, puis c'est vraiment comme au plan de l'intervention directe. On parle là de comment, quand on intervient directement avec un groupe de participants, on est capable de renforcer la motivation intrinsèque, puis je me permets encore une fois de citer natationpourtous.com. C'est vraiment en misant sur le plaisir de l'activité. Vous allez me dire, j'apprends rien là, c'est parfait, on vous le dit pareil. Donc, diversifier les activités, diversifier le matériel, amener des nouveautés, créer des groupes affinitaires, aller même jusqu'au concept qu'on a développé récemment là, de bio-bending, autrement dit, de jouer, de faire en sorte que les enfants s'entraînent avec d'autres enfants qui sont au même niveau de maturité physique ou émotive, d'avoir un objectif et de se donner un objectif, de développer le sentiment de compétence, puis là, je vais revenir tantôt sur le sentiment de compétence. Donc, on peut faire ça en diminuant la pression du groupe.
Plutôt que de mettre l'enfant en situation de performer devant l'ensemble du groupe, créer des ateliers où il va être en plus petit groupe, il va se sentir plus à l'aise. Miser sur le progrès personnel de l'enfant plutôt qu'une comparaison avec les autres. Marquer les progrès sur le plan technique, physique, émotif, mental. Puis, naturellement, de faire de la rétroaction corrective, individualisée et pertinente. Et non pas le genre de rétroaction à laquelle plusieurs d'entre nous, on peut songer, que nous avons vécu ou dont on a fait l'objet. Puis, naturellement, tout ça, ce sentiment de compétence-là, je vous le dirais, c'est un des aspects qui est beaucoup traité dans la formation qu'on donne sur les activités de qualité dont Pierre va parler tantôt. Puis aussi, beaucoup renforcer le sentiment d'autonomie sur le choix d'activité ou proposer des choix d'activité, se sentir responsable de ses performances. Autrement dit, la performance n'arrive pas parce qu'elle est générée par d'autres, elle est générée par soi-même. Vous allez me dire, c'est tous des éléments qui sont vraiment déjà intégrés dans votre fonctionnement, j'en doute même pas, mais plus souvent qu'autrement, de les répéter, de les ramener, puis de se dire, OK, tout ça renforce vraiment la motivation intrinsèque, comme ça devient intéressant, puis comme ça devient cohérent par rapport au type d'intervention que j'ai le goût de faire. Si on parle aussi de motivation, de compétences motrices, d'activité physique, c'est sûr que le niveau d'habileté motrice va influencer la motivation à faire l'activité physique. Naturellement, plus on est compétent, plus on dispose d'habileté, ça influence la motivation. Mais plus encore, la compétence motrice perçue va être aussi importante. Autrement dit, que peu importe le niveau d'habileté physique qu'un enfant ou un adolescent va avoir, s'il se perçoit comme ayant une faible compétence motrice, il va être entraîné dans une spirale négative de désengagement. Autrement dit, même si quelqu'un peut, je prends quelqu'un qui, par exemple, peut performer à un niveau élite là, ou à un niveau supérieur, mais si par rapport aux autres, il se perçoit comme ayant une faible compétence motrice, il va abandonner. Ben, il faut juste à ce moment-là éviter, puis c'est ça qu'il faut y penser, il faut juste éviter à ce moment-là de mettre les enfants et les jeunes à faire un constat comme ça. Un faible niveau de compétence motrice sera lié à une faible compétence motrice perçue. C'est clair, mais moi je dis aussi, il faut faire attention à comment on fait en sorte que les enfants perçoivent les compétences. Bon, c'est sûr qu'il faut aussi jouer sur leurs compétences motrices. Donc, on revient encore à ce que je disais tantôt, le développement des habiletés motrices fondamentales sur les 3 niveaux, dans tous les types d'environnements. C'est clair, tout le monde le sait, les enfants qui se considèrent, non pas qui sont, mais qui se considèrent comme physiquement compétents, ont tendance à persévérer davantage, réaliser plus d'essais, faire plus d'efforts, que ceux qui ont une compétence perçue moindre, puis ça, c'est nonobstant le niveau réel d'habileté. Ben ça, cette perception-là des enfants sur leur niveau d'habileté, c'est pas généré par l'enfant, c'est généré par l'environnement. C'est certainement quelque chose dont on doit tenir compte dans la façon qu'on a de proposer nos activités. D'autres éléments à considérer sur le plan de la motivation, c'est sûr que des enfants de qui on exige des comportements avant qu'ils soient en mesure de les comprendre ne pourront pas les internaliser. Autrement dit, si on met les enfants devant des constats d'échec, ils ne pourront pas effectivement les internaliser puis se dire, rappelez-vous tantôt la régulation interne, on ne pourra pas arriver à ça. Un élément important et éminemment intéressant, c'est tout ce qui est, là, c'est le grand-père qui parle, c'est la relation, l'appartenance, la capacité, la bienveillance qui est montrée par les autres, sont des éléments fondamentaux de l'internalisation, autrement dit de la compréhension d'amener les enfants vers cette motivation intrinsèque. Par exemple, un exemple qui n'est pas dans le domaine du loisir ou dans le domaine du sport comme tel, les enfants qui ont internalisé les règles d'école l'ont fait alors que les règles scolaires étaient proposées par des gens avec qui ils se sentaient en confiance, en sécurité. Leurs professeurs, leurs parents. Et j'ai lu aussi un autre exemple en disant que les enfants qui avaient appris à skier avec leurs parents, donc dans un contexte de bienveillance, dans un contexte peut-être, on se dit bien généralement, là, plus compréhensif, plus sécuritaire sur le plan émotif, ces enfants-là avaient une tendance à mieux performer. Donc, des éléments qui viennent nous chercher en tant qu'intervenants, parents,
grands-parents, puis qui reviennent en tant que grand-papa, ça va remettre beaucoup de choses en question sur, OK, comment est-ce que je dois encourager, par exemple, mon petit-fils à faire l'activité physique quand j'en fais avec lui. Il y a des choses que certainement ça m'inspire à faire, mais certainement des choses que ça m'inspire maintenant à ne plus faire. Puis, ben, la dernière des choses, puis je réalise qu'à l'heure avance, puis je vois vite, sur la question d'autonomie et de liberté. Donc, les études sont ici. Les études révèlent que les menaces, les échéances, la pression d'évaluation et les objectifs imposés, au même titre que les récompenses tangibles, ont un impact négatif sur sa motivation intrinsèque. Alors que la possibilité de choisir, la prise en compte des intérêts, les occasions d'autodirection stimulent et développent la motivation intrinsèque. Bon, ben là, on vient de se donner, puis ce dont je suis particulièrement content, c'est que effectivement, ces éléments-là arrivent particulièrement dans un contexte de liberté, dans un contexte de loisir. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver à l'école, mais moi, je suis, encore une fois, un intervenant loisir. Je suis heureux de voir que toute la question du flow, que toute la question de la motivation intrinsèque se développe encore plus dans un contexte de loisir. Alors, c'est là que ça m'amène. Donc, l'importance d'une expérience de qualité que je dois proposer à l'ensemble de mes participants, à l'ensemble de ma population. Donc, un contexte d'expérience de qualité qui va viser le développement de la personne pour en arriver à une participation signifiante. Autrement dit, une participation qui va être porteuse à long terme. Donc, comment je peux faire arriver ça, moi, comme intervenant municipal? Alors, c'est clair que je dois agir en cohérence, et ce, à tous les niveaux. Je dois articuler, je dois me donner une vision cohérente. Puis là, on parle de vision aussi, là. Ben, je vous rappelle qu'une vision, c'est un rêve qu'on a qui peut se réaliser dans un espace de 5, 10 ou 15 ans. Si vous amenez l'ensemble de ce que je viens de vous dire à court terme dans un milieu, vous ne durerez pas longtemps et vous n'aurez pas d'impact à long terme. Mais si vous avez cette vision-là de où vous voulez aller, que vous pouvez la réaliser à long terme, puis que vous en faites que vous embarquez votre politique et que vous développez des politiques à cet effet-là, là, ça devient intéressant. Puis c'est là qu'on parle d'agir en cohérence. Puis en cohérence, ça veut dire que cette vision-là que la littératie physique propose, et encore une fois, la littératie physique et ou les autres programmes qui peuvent être générés ou qui peuvent être proposés par d'autres organisations, ça peut marcher si on a cette vision-là, puis si c'est cohérent à tous les niveaux. Autant au niveau organisationnel à l'interne, puis pas juste dans nos rêves d'organisation, mais sur le plan opérationnel, dans notre intervention directe, autrement dit que dans toute la structure du service ou de notre centre communautaire, de notre organisation, que ça percole jusqu'en bas, que chacun soit bien conscient que l'ensemble des interventions qu'ils font a un impact sur la motivation intrinsèque, sur le développement des habiletés motrices fondamentales, sur le fait qu'on doit développer le plus d'habiletés qu'on peut, faire découvrir aux enfants un ensemble de sports importants, un grand nombre de sports, un grand nombre d'habiletés, plus que ce qu'on a, le cloisonnement d'activités très fermées dans une vision très organisationnelle. Non, il faut que notre intervention soit en cohérence, autant au niveau politique, autant au niveau organisationnel, opérationnel, dans les interventions directes, même dans nos relations de partenaires, puis ça devrait même, je vous dirais, colorer ou influencer ou avoir définitivement un impact sur la nature du soutien qu'on offre à des organisations. Et là-dessus, vous allez me dire, oh mon Dieu, vous entrez dans un sujet qui est éminemment intéressant. Puis c'est sûr qu'il y a plusieurs fédérations sportives qui ne se reconnaissent pas dans ce que je viens de proposer. Pourtant, devraient facilement. Je prends l'exemple du baseball, par exemple, on propose maintenant des programmes de développement d'habiletés physiques dans l'ensemble, à tous les groupes d'âge, plutôt que de dire aux jeunes, vous allez jouer des matchs, mais on va proposer des ateliers de développement. On va proposer des ateliers où on va développer l'ensemble de vos habiletés. On ne fera pas juste vous mettre dans une situation de match sans vous avoir donné l'occasion de pratiquer, au moins de comprendre ce que c'était. Le baseball le fait. Plusieurs autres sports ont développé aussi des plans à cet effet. On parle de MDA, là, du mode de développement, des modèles de développement de l'athlète, qui génère aussi le développement d'habiletés physiques fondamentales, des habiletés fondamentales. Donc, quand on parle à des organisations, puis même dans nos petites organisations, dans des plus petits milieux, puis qui prônent une hyper spécialisation ou qui veulent générer absolument des
des athlètes élites, ben, des fois, ça vaut la peine de poser des questions. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'ensemble des jeunes? Oui, mais qu'est-ce que les jeunes, l'ensemble des jeunes à travers vos programmes peuvent venir tirer en termes d'amélioration d'habiletés fondamentales? Quand je parle d'agir en cohérence, puis là, vous avez juste à réfléchir, trouvez-vous dans votre milieu, puis dire, oh, OK, qu'est-ce que je peux faire? Donc, pratico-pratique, qu'est-ce que ça peut pouvoir représenter aussi? Ben, c'est sûr, là, comme je le disais tantôt, il faut être intentionnel. À un moment donné, il faut nommer les choses. Faut être capable d'expliquer les choses comme elles sont. Donc, on est intentionnel autant dans notre vision, dans notre soutien, dans notre programmation, puis même au niveau de l'intervention directe, on s'assure que l'ensemble de nos intervenants, entraîneurs, moniteurs de camp de jour, je pense à Tremplin Santé, par exemple, qui a développé tout un mode d'intégration de la littératie physique dans des activités pour éviter que les enfants justement développent une mauvaise perception de leurs compétences motrices, se fassent éliminer rapidement. Donc, ils ont développé une banque de jeux pour éviter ça. Puis, on nomme jamais littératie physique, là. Ce qu'on nomme, c'est le plaisir. Ce qu'on nomme, c'est la joie de faire l'activité ensemble, puis de jamais être éliminé. Il y a plein de choses qu'on peut faire rapidement, qu'on peut intégrer, qu'on peut mettre en place, qui vont éviter justement, à partir du moment où on explique à des gens rationnels puis intelligents que la motivation, ça se développe de telle façon, puis qu'il y a un avantage de développer les habiletés physiques. Si ça n'a pas été dit à personne, ben c'est clair qu'on ne sait pas. Mais à partir du moment où c'est bien compris, ben OK, les gens ne pourront pas faire autrement que de le mettre en application. Pratico-pratique, développer puis soutenir des programmes découvertes pour les tout-petits puis les enfants. Autrement dit, oui, c'est fun qu'on génère des activités gymnastiques ou des activités de hockey ou des programmes de hockey avec nos clubs sportifs, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des programmes de découverte multisport, des découvertes de découverte d'habilité? Je pense à des programmes qui existent, je ne veux pas faire la promotion de certains, mais vous en connaissez tous, puis si, effectivement, au niveau de la municipalité, au niveau de votre intervention, vous n'êtes pas rendu là, ben peut-être que ce serait quelque chose de bien à regarder. Puis, de la même façon, miser plus sur des activités multisports avant l'âge de 12 ans. Là, je sais, là, tout le monde va me dire, oui, mais c'est parce que là, le 10 000 heures de pratique fait en sorte que quelqu'un va devenir éminemment habile qui va lui permettre de faire du hockey ou un autre sport à un très haut niveau, puis peut-être même de participer aux Olympiques. Tu sais, ça prend 10 000 heures, puis il y a beaucoup de ces 10 000 heures qui se ramassent avant l'âge de 12 ans. Et, bon, premièrement, là, sans vouloir pourfendre le mouvement olympique, on se dit juste qu'il n'y a pas tant de jeunes que ça qui réussissent. Il y en a qui réussissent, puis bravo à eux. Mais sinon, pour la majorité des jeunes, puis pour préserver leur passion puis leur intérêt pour le sport, on se comprend qu'on veut d'abord développer les habiletés sportives, les habiletés fondamentales qui vont leur permettre d'être encore meilleurs dans n'importe quel sport qu'ils vont choisir de faire à 11-12 ans, puis que ces heures-là passées à développer l'ensemble de leurs habiletés vont définitivement être utiles dans la pratique qu'ils pourraient vouloir choisir dépasser l'âge de 12 ans. Mais comme municipalité, je pense qu'on pourrait aussi s'assurer qu'il y ait des programmes multisports qui soient offerts aux enfants. Autant dans nos camps de jour, je regarde aujourd'hui, là, il y a des jeunes qui peuvent faire du hockey 12 mois par année. Il y a des jeunes qui vont pouvoir faire du football ou s'entraîner en fonction du football pratiquement 12 mois par année. La gymnastique, tout ça, je n'ai même pas besoin de le dire, je sais que c'est comme ça. Patinage artistique, la même chose. Pourquoi? Puis je regarde juste certains modèles qui sont ailleurs dans d'autres pays où il y a vraiment des saisons pour chacun des sports, où les jeunes découvrent ces sports-là, puis compte tenu de l'intérêt qui est généré dans la communauté, ben, tout le monde le pratique. Il pourrait avoir une saison du basket, il pourrait avoir une saison du hockey, il pourrait avoir une saison du baseball, il pourrait avoir une saison de bien d'autres sports. On n'est pas obligé de vivre de... Puis là, je ne place pas le hockey, mais on n'est pas obligé de vivre de hockey pendant 12 mois, ou de vivre de gymnastique artistique pendant 12 mois, ou de baseball même pendant 12 mois. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de soutenir toujours des volets sportifs compétitifs? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de mettre en place des volets sportifs moins compétitifs? Pourquoi est-ce qu'on serait obligé que l'ensemble de la pratique puis je sais, il y a une question de plateau, puis là, ben, on a toujours des difficultés à offrir des plateaux, mais si on ne le fait pas de façon intentionnelle, on n'offrira pas de plateau à des compétitions sportives qui seront non compétitifs. Autrement dit, qui ne participent pas nécessairement à un calendrier de jeu, qui va faire en sorte que, je regarde par exemple un des bons exemples, c'est les programmes 3 contre 3 là, au hockey qui jouent sur des demi-bandes, puis où il n'y a pas nécessairement, où on ne compte pas les points, là, où on ne fait pas un calendrier, où les gens jouent 3 contre 3 sans gardien, puis ont juste plaisir parce qu'ils touchent ils touchent à rondelle un nombre maximum de fois. Ça peut être ce genre de choses-là.
Il y a d'autres volets qu'on peut monter. Par exemple, il y a un de mes collègues qui me parlait, les saisons de balle finissent le 15 août. Ben, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une invitation aux jeunes à venir profiter des terrains de balle après le 15 août, quand le calendrier de balle est fini? Ben, pas structuré, organisé, simplement dire, hey, venez ce soir, il y aura quelqu'un qui pourra au moins juste partir des équipes. On le faisait, ça, avant. Aujourd'hui, si c'est pas encadré, si c'est pas structuré, s'il n'y a pas un arbitre, ça arrive pas. Puis je sais, il y a beaucoup de responsabilités sur le plan de la sécurité, mais ça reste que jouer à balle ou jouer à un autre sport de façon spontanée dans un milieu, ça contribue de façon très importante et au moins autant à la littératie physique, au sentiment, au plaisir, à nos habiletés physiques. Je vous parlais tantôt d'essayer d'éviter les conflits de saison en sport. Parce que naturellement, la saison de balle va finir, la saison de hockey va finir avant la fin de la saison de balle. La saison de balle va se commencer, les entraînements, tout ça, au moment où les gens sont encore en entraînement. Y a-t-il une manière, vous allez me dire, c'est pas juste au niveau local qu'on fait ça, mais y a-t-il une manière qu'on pourrait s'organiser pour que les jeunes puissent jouer à plus qu'un sport dans leur vie, puis que la business de faire une activité sportive soit pas plus importante que le plaisir que les enfants vont jouer à découvrir du multisport. Puis, oui, on est capable de situer ça, puis de commencer à le dire à nos organisations, puis à nos organismes de régie. Maximiser l'utilisation des infrastructures. Des terrains de basket, ça ne sert pas juste à jouer des matchs de basket. Ça peut aussi, il peut y avoir la pratique de basket. Puis je vous dirais, l'utilisation des gym libres, qui, à l'époque où moi j'étais un moniteur, faisait en sorte qu'il y avait je ne dirais pas des milliers, mais des centaines de jeunes dans nos gymnases. Bien, aujourd'hui, on les rencontre de moins en moins. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de laisser des gym libres? Ah, puis juste de dire ça, le gym libre, il y a des gens qui tombent quasiment sans connaissance. Je vais vite. Offrir des activités, des opportunités dans tout type d'environnement. Pour nous autres, c'est important. Donc, à l'extérieur, puis ben oui, un terrain de balle, ça peut être utilisé aussi à l'automne, peut-être pas au printemps, là, parce que ça, c'est du dommage, là. Mais on est capable de voir, il y a de moins en moins de patinoires extérieures, mais pourquoi on n'offrirait pas aussi des patinoires extérieures, de l'animation sur des patinoires extérieures? Ils ne sont pas obligés d'être toutes réfrigérés, mais une fois que c'est là, vous voyez la pratique libre que ça génère, ça peut être intéressant. Clairement, assurer la sensibilisation et la formation de vos organisations, de vos intervenants, de vos parents. Pas juste avec les programmes qu'on a offrés, comme Pierre va vous parler dans quelques instants, mais avec toutes les autres formations qui peuvent exister. Celles qu'on vient de parler sur la motivation, toute la documentation qui existe, qui a été produite par les organismes dont je parlais tantôt. Clairement, il y a au plan de la sensibilisation et de la formation, autant de vos organisations, de vos intervenants, mais surtout, et je le répète, de vos parents. Puis là, ben, vous allez me dire, c'est moi qui parle, et de vos grands-parents, pour faire en sorte que les gens comprennent bien comment ils sont capables de soutenir chez leurs enfants la motivation intrinsèque, parce que c'est ça qui est visé, plus que la performance du jeune qui va peut-être jouer midget 3A. Non, moi, ce qui devrait intéresser tout le monde, c'est que le jeune soit encore actif à l'âge de 20, 25, 30 ans. C'est ça qui devrait animer tout le monde. Puis à un moment donné, si on ne dit pas, si on ne professe pas, ça n'arrive pas. Soutenir les organisations qui vont dans le même sens, clairement, celles qui ont mis en place des gestes en fonction de ça, ceux et celles qui ont mis en place des politiques à cet égard-là. Puis, ben, la dernière, ben, ceux et celles qui me connaissent savent que je ne peux pas passer à côté de ça. Soyez inclusifs. La littératie physique ou le mode de vie physiquement actif, ça ne concerne pas juste la population qu'on considère générale. Ça concerne aussi les gens des communautés culturelles. Ça comprend aussi les gens qui vivent avec des limitations. Et encore une fois, je le répète, si on ne planifie pas pour des clientèles particulières, ça veut dire qu'on les exclut. Si on n'a pas de geste intentionnel à l'égard d'inclure des participants qui ont des limitations, et peu importe le type de limitation, aussi on ne met pas en place des principes d'accessibilité universelle, ben, si vous planifiez pas pour tout le monde, ben, il y a quelqu'un qui va être exclu. Alors ça, c'est clair, c'est un principe de base transversal dans ce que vous faites comme activité. C'est pas un concept de littératie physique, mais la littératie physique, c'est la première ligne de la définition, on pourrait y revenir si vous voulez, c'est la littératie physique est un concept inclusif qui s'adresse à tous. Et ça me permet de finir dans ce sens-là.
J'espère que je vous ai donné assez d'indications. Je m'excuse, j'ai duré un petit peu plus longtemps. J'espère que vous avez trouvé là des idées pratico-pratiques qui peuvent permettre d'améliorer vos activités. Merci beaucoup. Madame Kim, est-ce que nous avons droit à des questions ou j'ai tellement été clair qu'on n'en revient pas? Je vois aucune question, Pierre. OK, il n'y a pas de mal. Bon, on pourrait peut-être passer à ce moment-là à l'intervention de Pierre. Parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, le programme de formation disponible via le réseau Accès Participation, comme Pierre a discuté tantôt, là, le réseau Accès s'occupe du volet francophone de Sport pour Lévis. Alors, aujourd'hui, c'est la fin du projet Vive l'activité physique. On est dans le dernier mois là, pour soumettre les évaluations et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que c'est tellement un beau projet qui a eu des retombées dans plusieurs régions du Québec, puis avec qui on a collaboré. On a eu des projets Saguenay, Gaspésie, dans le nord du Québec, en Outaouais, en Estrie, centre du Québec, le Grand Montréal, le Grand Québec, tous des programmes qui ont été porteurs, puis qui même suivant la subvention, vont être capables de continuer et d'être dynamisés. Ça, c'est fantastique. Parce qu'au début, on parlait de programmes de subvention qui étaient transformationnels. Donc, on a vraiment aidé à transformer plusieurs milieux, plusieurs initiatives qui ont touché des milliers et des milliers d'enfants. Donc, l'objectif est atteint et on vous remercie de votre participation et de votre collaboration au cours des 3 dernières années. Donc, ça ne s'arrête pas là. C'est certain que nous, on est encore là et vous aussi qui allez dynamiser vos projets. Donc, Pierre mentionnait tantôt là, dans sa présentation que c'était quand même important de faire de la formation pour que les gens soient éduqués et qu'ils puissent aussi avoir une intervention qui soit de qualité. Donc, les formations que nous avons, c'est la littératie physique 101, qui est initiation à la littératie physique. Pierre nous a fait un petit intro, mais ces formations-là, ce sont toutes des formations qui durent une demi-journée. Donc, on peut les donner en matinée, en après-midi et même en soirée. Puis aussi, tout nouveau, tout chaud, depuis le mois de septembre, il y a aussi un campus en ligne qui est disponible et lequel vous pouvez suivre une formation, mais individualisée, dans le fond, dans le confort de votre foyer. Ça s'adresse aussi aux plus petits milieux. Parce qu'au cours des derniers 3 ans, il y a certains groupes qui auraient aimé avoir des formations, mais il n'y avait pas nécessairement la capacité d'avoir assez de gens là, dans le fond, pour participer. Mais là, avec le campus en ligne, ils vont être capables d'avoir des gens, des intervenants, des entraîneurs, des parents bénévoles qui vont être formés avec le module en ligne de littératie physique, introduction à la littératie physique. Les autres formations aussi, il y a le 301, donc à la fin de la présentation de Pierre, il parlait d'activités sportives de qualité. Donc, dans cette formation-là, on touche vraiment l'expérience et surtout l'intervention de qualité pour être certain que les enfants se sentent inclus, se sentent motivés et qu'on leur donne confiance. Puis en parlant de confiance, avec la littératie physique 501, qui est la littératie physique inclusive, donc les gens qui ont des limitations ont aussi droit d'avoir des programmes de qualité et ont aussi droit d'être motivés et d'avoir confiance en leur habileté. Donc, à travers cette formation-là, le 501, on aborde les interventions, dans le fond, à faire avec une clientèle qui a certaines limitations, que ce soit des limitations physiques, que ce soit des limitations qui ne soient pas nécessairement visibles, dont une surdité ou une déficience visuelle. Il y a aussi des
des pistes qui sont données pour les clientèles TSA. TSA, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour les troubles du spectre de l'autisme. Donc, l'intéresse physique inclusive, en plus, ce qui est fantastique avec ça, c'est que, justement, avec le projet Vive l'activité physique, c'est un projet qui a été développé en partenariat avec le défi Altergo, qui a été récipiendaire d'une subvention en 2014 et avec qui Pierre Morin a bien collaboré pour développer le programme de formation littératie physique inclusive, qui est maintenant enseigné ou donné dans le fond, à travers le Canada. C'est ça, maintenant il est disponible à travers le Canada, puis on a des gens en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario qui donnent ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment les portées là, d'un projet initial de ARBC, Vive l'activité physique. Des sites Internet intéressants, il y a littéraciephysique.ca que vous pouvez visiter, réseauaccès.com, coach.ca, ça c'est le site là, de l'Association canadienne des entraîneurs, et il y a aussi sportpourlavie.ca sur lequel on peut trouver plein de ressources et des choses aussi à télécharger. Les prochains webinaires. Donc, dans 2 semaines, littératie physique et les filles, qui va se tenir le 16 novembre à 13 heures. Et lors de ce webinaire, nous avons le plaisir de collaborer avec Kim Saint-Pierre et Steve Hager. Ensuite, le dernier webinaire va être Vive l'activité physique RBC, un succès éclatant, qui va se tenir le 30 novembre à 13 heures aussi. Et vous pouvez vous inscrire, bien sûr, avec littéraciephysique.ca, éducation, entraînement, webinaire. Si tu me permets, Pierre, dans le cadre du webinaire du 30 novembre, c'est les résultats du projet dans les 3 dernières années qui vont être présentés par le groupe Propel, qui ont fait l'évaluation du projet. On aura sous droit aussi à 2 ou 3 interventions de projets qui se sont tenus dans la province et qui vont pouvoir présenter rapidement, dans un espace de 4 minutes là, ou environ, leur projet. Donc, c'est vraiment, ça va vous donner une idée de ce qu'a été Vive l'activité physique RBC au cours des 3 dernières années. Parfait. Merci, Pierre. Et pour la conclusion, en janvier prochain, du 23 au 25 janvier, nous vous attendons au Sommet canadien Sport pour la vie qui va se tenir à Gatineau. Donc, le thème de l'année, c'est Travaillons ensemble. Et lors de ce sommet, il y a plus de 500 délégués qui sont présents année après année. Et en plus, avec la collaboration de Pierre Morin là, avec le réseau Accès, on a développé aussi une journée francophone avec des ateliers qui sont tenus en français, qui vont être cette année le 24 janvier. Donc, avis aux intéressés, on finalise le programme la semaine prochaine. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à soumettre un projet de présentation, on est prêt à écouter et à regarder votre projet pour possiblement l'ajouter à notre horaire. Donc, vous pouvez contacter Pierre Morin ou moi-même. Mon adresse est pierre@sportpourlavie.ca et ceci donne fin à notre premier webinaire du mois de novembre. Donc, Kim? Oui, est-ce que il y aurait des questions avant que l'on clôt ce webinaire? Vous pouvez les écrire dans la boîte à droite et ensuite je vais les lire à voix haute. Bien, il semblerait que nous n'ayons pas de questions, donc bonne fin de journée à tout le monde et merci d'avoir participé à ce webinaire. On espère vous voir au prochain webinaire qui aura lieu le 16 novembre. Un gros merci, puis on va vous envoyer, juste un petit mot, Kim, on va se permettre de vous envoyer un sondage de satisfaction à l'égard de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup pour votre attention.